Bonjour, bienvenue dans l'Instant T, votre magazine quotidien d'actualité. Nouveauté cette semaine sur TBO. Votre chaîne diffuse à compter de ce mercredi 23 septembre une nouvelle émission baptisée Idylle. Un joli nom pour un magazine mensuel dédié aux îles du Ponant. Mais il s'agit bien plus que d'une émission télévisée. En effet, le projet Idylle est aussi un programme de recherche universitaire. Pour en parler, trois invités. Laura Corsi, doctorante en géographie au laboratoire Géomère de l'UBO à l'Université de Bretagne occidentale. Louis Brigand, professeur à l'UBO et donc enseignant-chercheur à cet institut Géomère. Et Olivier Clèche, directeur de TBO. Bonjour à tous les trois. Merci d'être là. Alors Laura, c'est vous qui menez ce projet Idylle. Précisons tout de suite que ça s'écrit ID-île. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Initiative et développement dans les îles. Donc c'est un programme de recherche qui existe depuis 2011 et donc l'objectif de ce magazine Idylle, c'est de vraiment ouvrir un espace de débat et d'échange entre insulaires. D'accord, on en parle plus en détail tout à l'heure. Avec nous en plateau également Christophe Boucher. Bonjour Christophe. Bonjour Gwen. Alors au lendemain d'une rencontre entre les éleveurs porcins et l'entreprise Bigard à Quimperlé, vous faites le point sur la crise que traverse la filière du porc. Oui Gwen, absente du marché du porc breton depuis le début du mois d'août déjà, l'entreprise Bigard a annoncé en fin de semaine dernière qu'elle achetait directement ses porcs au prix d'1,329 € du kilo. Alors on est loin des 1,40 € préconisé par le gouvernement. Et avec cette décision, le leader de la viande en France remet en cause le principe même du marché au cadran de terrain. On y revient dans l'instant éco tout à l'heure. Et puis Julie Sicot est avec nous aussi sur ce plateau. Bonjour Julie. Bonjour Gwen. Alors vous êtes intéressée à la grogne des étudiants en STAPS, c'est-à-dire la fac de sport. Exactement. Ils ont prévu de manifester ce mercredi, alors à la fois nationalement mais localement aussi à Brest. Et je vous raconte un peu leurs revendications dans un instant. On voit cela tout de suite, mais avant, le point sur l'actualité de ce mardi 22 septembre dans le Finistère. Faire des économies d'énergie dans un logement HLM, c'est possible. En 2013, Brest Métropole Habitat, l'office HLM brestois, a construit une vingtaine de logements dits passifs dans le quartier de Quérard-Blaise. Aujourd'hui, les locataires constatent qu'ils dépensent 2 fois moins d'énergie que dans un appartement classique. Reportage Frédéric Lorenzon. Juin 2013, Brest Métropole Habitat achevait la construction de ses 23 logements. Il devait offrir aux locataires une consommation énergétique divisée par 2. Ce 22 septembre, l'office HLM brestois reçoit un prix national pour cette opération pilote. Cette locataire, entrée dans les lieux il y a 1 an, est enthousiaste. Donc j'ai dû allumer que fin novembre, mi-novembre, fin novembre, et couper début avril quand on a eu les beaux jours, et en mettant un thermostat à 20, oui à peine 20. Et obligatoirement, la facture sera beaucoup moins élevée. Magali découvre le système qui alimente son appartement en eau chaude. Les panneaux solaires sur le toit assurent 60% du chauffage de l'eau. En fait, il s'agit d'un fluide qui stocke la chaleur, qui passe dans vos panneaux qui sont en toiture là, qui descendent et qui circulent dans un petit serpentin qui vient dans le ballon d'eau chaude et qui vont préchauffer votre eau chaude. Avec l'isolation et le solaire, la facture d'énergie s'allège et ce n'est pas fini. Et je pense qu'il y a un gain également sur les parts d'abonnement qui est non négligeable puisque ces logements devraient permettre de bénéficier de micro-abonnements gaz, donc un élément important dans la part fixe que le locataire se retrouve à payer tous les mois. Pour obtenir une telle performance énergétique, l'office HLM a payé 15 à 30% de plus à la construction. Dans ces conditions, pas facile de construire tous les logements sur ce modèle. Il faut quand même qu'on fasse aussi un comparatif entre le coût et les avantages que peuvent procurer ce type de produit, dans la mesure où les gains en consommation, en charge, en confort sont évidemment bénéfiques pour le locataire, mais constituent un investissement essentiellement supporté par le bailleur que nous sommes. En plus du gain financier, Magali et ses 2 enfants bénéficient d'un meilleur environnement avec une atmosphère plus saine.
Parlons enseignement à présent. Julie, vous êtes allée à la rencontre des étudiants en sport de l'Université de Bretagne occidentale à Brest, des étudiants en colère. Oui, vous savez, c'est ceux qui suivent la formation qu'on appelle STAPS, c'est-à-dire les sciences du sport et de l'éducation. Alors les étudiants de cette filière, donc c'est une filière très demandée, manifesteront dans toute la France ce mercredi et l'Université de Brest est également mobilisée. Les organisateurs attendent près de 500 manifestants. Un cortège partira donc ce mercredi à 10h de l'université. Alors quelles sont les origines du problème, Julie? Alors les étudiants dénoncent notamment un manque de moyens à la fois humains et matériels. On va commencer avec une litanie de chiffres, mais vous allez voir, ils sont parlants. Au niveau national, la filière concentre plus de 10% des demandes post-bac. C'est donc très demandé. À Brest, la filière a été créée en 1996. Près de 300 étudiants étaient accueillis à l'époque. Cette année, ils sont près de 1300 à évoluer dans cette filière. Pour la première fois, le recteur a décidé de mettre en place des quotas à l'entrée de l'université, alors que normalement, l'accès à l'université est garanti, c'est un droit. Pour la première fois, donc depuis 5 ans, le nombre d'étudiants en première année est en baisse mathématiquement. 400 néo-bacheliers étaient autorisés à entrer en STAPS à Brest pour cette rentrée. Pour précision, dans certaines universités, on en arrive même à tirer au sort les étudiants qui peuvent rentrer dans cette filière. Alors cette année, le président de la filière UFR STAPS l'assure, tous les étudiants qui ont choisi en premier vœu, après le bac, cette filière ont été sélectionnés, mais quid des autres années évidemment. Le directeur de la formation compte sur un nouveau credo pour améliorer la situation à long terme, l'orientation pour une meilleure sélection naturelle, cette fois-ci, si on peut dire. Je vous propose justement d'écouter Jérôme Guérin. Ce qui est important pour nous, c'est à la fois de ne pas dissuader les étudiants de venir chez nous, mais le travail de communication, c'est pour qu'il n'y ait pas de malentendus, notamment en première année, et que les étudiants ne viennent pas en pensant qu'ils vont faire essentiellement du sport, des études relativement tournées autour que de la pratique du sport, et finalement accroître leurs compétences sportives. Là, ce n'est pas le cas. C'est construire des compétences pour intervenir en utilisant peu ou prou les activités physiques et sportives, puisque dans les maquettes, et notamment en première année, le sport ne représente que 30% à peu près du volume global des enseignements. Donc Julie, il y a le problème des effectifs, mais il y a aussi côté revendication un manque côté encadrement. Oui. Autre problématique, le nombre d'enseignants, car si les effectifs augmentent, le budget, lui, est toujours aussi serré. Pour un ensemble d'étudiants de plus de 1300 élèves, il y a uniquement 27 titulaires. En 3 ans, la formation a seulement obtenu 2 postes et demi. La direction estime notamment que près de 3000 heures de cours sont difficiles à effectuer au cours d'une année universitaire. Alors à ce sujet, on a également rencontré les étudiants en STAPS. Ils nous ont reçus dans leur université à Brest. On regarde. À Brest, au sein de l'université, Guillaume Garcion a fort à faire. Il est le président des étudiants en STAPS, une des filières les plus demandées. D'ailleurs, les conditions d'accueil n'étaient pas idéales jusqu'à la mise en place des quotas. L'année dernière, à la rentrée, il y avait des étudiants en première année qui étaient assis sur les marches de l'amphithéâtre parce qu'il n'y avait pas assez de places assises. Une filière en quelque sorte victime de son succès, à Brest comme partout en France. La dernière étude sur le sujet révèle que seulement 3% des étudiants en STAPS n'avaient pas trouvé d'emploi 3 ans après la fin de leur formation. Un des meilleurs taux d'insertion de l'université, car les débouchés sont nombreux. STAPS, ça ne sert pas qu'à devenir enseignant ou professeur de sport. On peut vraiment travailler dans tous les champs possibles du domaine sportif, que ce soit l'entraînement, l'enseignement, l'accompagnement, la rééducation, puisque même maintenant, avec la première année de licence STAPS, on peut préparer le concours kiné. À Brest, les étudiants réclament plus de moyens à la fois matériels et humains, mais aussi une meilleure lisibilité dans les offres de formation. Ils dénoncent aussi la multiplication de diplômes plus onéreux dispensés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors Julie, signalons que la colère universitaire va au-delà des étudiants en STAPS aussi. Oui. La filière STAPS est un peu symptomatique du malaise qui règne à l'université. Il faut rappeler que l'université est de plus en plus touchée par le manque de moyens. Le président de l'université, Pascal Olivard, nous rappelait au moment de la rentrée que les effectifs avaient augmenté de plus de 6% cette année à l'UBO pour atteindre le chiffre de 20 000 étudiants. À l'échelle nationale, plus de 65 000 étudiants se sont inscrits par rapport à 2014, l'équivalent de 3 universités selon Thierry Mandon, le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur.
Pour dénoncer cette situation, le syndicat étudiant UNEF a créé un Tumblr. Alors les Tumblr, c'est les sites où on peut relayer des photographies. Alors Christophe, depuis 1 mois et demi, l'entreprise Bigard boycotte le marché du port breton de Plérin. Elle s'affranchit des cotations et fixe elle-même ses prix. Est-ce que ça veut dire que le marché a de réelles raisons ou pas d'exister encore? C'est toute la question, Gwen. Bigard, c'est aujourd'hui le leader de la viande en France. Jusqu'en août, il acceptait les règles du marché au cadran. Le principe est simple de ce marché. À Plérin, le prix du kilo de porc est fixé en fonction de l'offre et de la demande. C'est la loi du marché. Le jour où l'État a préconisé un prix d'1,40 €, prix de revient jugé nécessaire à l'équilibre des exploitations, l'entreprise de Quimperlé a quitté les cotations, déstabilisant ainsi l'ensemble du marché. Et la Coperle, une coopérative, l'a suivi. Alors à terme, quelles sont les conséquences de l'absence de ces industriels Bigard et Coperle? À eux deux, ils représentent tout de même près de 30% des achats du marché au cadran de Plérin, ce qui est important, en s'affranchissant des règles du marché, tout en continuant à acheter directement à des producteurs. Ils démontrent qu'aujourd'hui, Bigard et Coperle peuvent se passer du marché du porc breton. Les risques, c'est aujourd'hui, ou le risque principal, c'est un risque de contagion qui peut entraîner le départ d'autres acheteurs. Prenons un exemple, Leclerc ou Intermarché, qui sont très actifs au niveau de Plérin, pourraient très bien, pour des questions de rentabilité, aller voir ailleurs, là où le porc est moins cher. Rappelons pour mémoire que le marché au cadran ne représente au final que moins de 20% des ventes au niveau national. C'est juste un indicateur. Le président de la Fédération nationale porcine a conscience que le temps joue contre le marché tant que les deux boycotteurs ne reviennent pas à Plérin. On écoute justement Paul Offray au micro de Roland Philly du Télégramme. Si on devait continuer dans cette stratégie, c'est une fois de plus le cadran qui explose, mais c'est forcément toute l'organisation collective qui disparaît dans les mois qui viennent. Donc on espère une réunion de la dernière chance autour du président du comité régional porcin, et on espère que l'ensemble des acteurs, Bigard, Coperle et les autres, puissent en quelque sorte revenir autour de la table pour qu'on puisse trouver la clé qui aujourd'hui nous conduit à l'impasse. Au-delà du fonctionnement du cadran dans les semaines qui viennent, la problématique des relations commerciales avec les GMS est très importante. Très importante parce que c'est eux qui détiennent une partie des clés de la survie de la filière. Alors Christophe, les porcheries sont pleines, il faut vendre les cochons. Comment se déroulerait une vente sans le marché au cadran? Alors aujourd'hui, les producteurs n'ont d'autre choix que de vendre, car comme le disent les éleveurs, on n'a jamais vu en Bretagne un porc mourir de vieillesse dans une exploitation. En l'absence de cotation pour les producteurs qui n'ont pas de contrat avec des abattoirs, la vente pourrait se faire de gré à gré, c'est-à-dire que concrètement, le prix serait fixé comme il y a un demi-siècle à la tête du client. On tape dans la main et la transaction est faite. Alors un système un peu opaque, car aujourd'hui tous les éleveurs ne sont pas logés à la même enseigne en fonction de l'éloignement des axes de communication, notamment des voies express ou de la proximité des abattoirs, et même la qualité d'accès aux quais de chargement, par exemple, pour les cochons, peut faire la différence. Bref, les éleveurs pourraient écouler leur production, mais à quel prix? C'est toute la question. Les industriels auraient alors maintenant la main mise sur les prix au détriment des éleveurs. On devra en savoir un peu plus dans les semaines qui viennent. Et on suivra ça, bien sûr. Merci, Christophe. Elles sont 15. Elles, ce sont les îles du Ponant, Ouessant, Belle-Île, Bréa ou Édic. Ces petits bouts de terre nourrissent l'imaginaire, mais ils sont aussi de véritables lieux de vie et de travail, comme le démontre le projet Idylle. C'est un programme de recherche, mais aussi un magazine diffusé tous les mois sur TBO à compter de ce mercredi 23 septembre. Et on en parle tout de suite avec nos invités. Avec nous donc Laura Corsi, doctorante en géographie au laboratoire Géomère de l'UBO, Louis Brigand, enseignant-chercheur dans ce laboratoire, et Olivier Clèche, directeur de TBO. Louis, vous êtes un passionné des îles du Ponant et vous êtes à l'initiative de ce projet Idylle. Qu'est-ce qui a motivé ce projet? Alors Idylle, c'est un projet de recherche d'abord, qui a été motivé par le fait que l'on constatait sur les îles une démographie meilleure que ce qu'elle pu être par le passé. Et on se demandait finalement pourquoi finalement la démographie est stable, voire augmente dans certaines îles. Et puis on a fait le constat qu'il y avait des gens qui s'installaient.
Et on se dit, bien, on va travailler sur ces personnes qui s'installent dans les îles et on va essayer de comprendre pourquoi elles s'installent. Et en fait, il s'agit effectivement de nouveaux entrepreneurs qui décident un jour, font un choix volontaire, motivé de s'installer dans l'île pour des raisons que l'on imagine assez bien, la qualité de la vie, la relation sociale qu'on peut avoir à l'autre, le plaisir aussi d'entreprendre quelque chose de nouveau dans un cadre nouveau, ce qui oblige de réfléchir à un projet qui lui-même est totalement marqué par l'île elle-même. Ce ne sont pas forcément des retraités alors, ou des gens originaires de l'île partis qui veulent revenir vous avez raison, parce que dans la population que l'on trouve dans les îles, il y a aussi effectivement des retraités qui sont des résidents secondaires et qui viennent s'installer, et qui participent aussi à la vie sociale, culturelle et économique, incontestablement. Mais non, nous avons travaillé sur les entrepreneurs et effectivement, la moyenne d'âge est entre 40 et 45 ans. C'est des gens qui souvent veulent finalement reconstruire leur vie autour d'un projet. Et donc, de fil en aiguille, ce premier programme qui a duré 3 ans, on l'a prolongé. Il est devenu un petit peu plus important aujourd'hui par les moyens dont on dispose, notamment en termes d'étudiants, de doctorants. Donc, tout va pas si mal que ça à l'université. Et on l'a ouvert, justement, on a souhaité créer des espaces d'échange, de rencontres, de manière à permettre à ces entrepreneurs de se mettre en réseau, de discuter. Et l'émission que nous engageons avec TBO, que je remercie très chaleureusement parce que TBO a pris une initiative qui est assez exceptionnelle, il faut le souligner. Justement, Olivier, est-ce qu'on peut dire que c'est une première dans le domaine de la télévision d'allier un magazine et une thèse universitaire? Je crois, oui, en toute modestie, mais merci Louis du compliment, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples où des télévisions, et a fortiori des télévisions de territoire comme la nôtre, qui se sont alliées à l'académie, à l'université, qui généralement s'expriment dans des cercles plutôt d'initiés, pour faire un projet de cette nature, pour accueillir une doctorante avec nous, puisque Laura est avec nous pendant 3 ans. Donc c'était déjà l'opportunité et le plaisir pour nous d'accueillir une nouvelle recrue, et puis de nous ouvrir aussi à un univers qui n'est pas toujours très accessible, parce que les îles, c'est compliqué d'y aller. C'est compliqué parfois de recueillir la parole des Iliens, parce que ce sont des communautés qui se méfient peut-être aussi un petit peu de l'intrusion du continent, et souvent on s'y intéresse, les médias s'y intéressent quand il y a une grosse tempête, ou alors c'est un peu le cliché, c'est un peu l'image d'Épinal, voilà. Et donc on avait l'opportunité là d'aborder les îles différemment. Et puis quand on s'appelle TBO, on a aussi TB Sud, la télévision du Morbihan. Quand on voit et quand on voit les îles qui bordent nos côtes, voilà, si ça devait être quelque part, il fallait que ce soit chez nous. Donc il y avait cette envie aussi de sortir de l'image carte postale des îles aussi, en accueillant ce programme que prépare Laura. Ah oui, clairement, je crois que ça rejoint les préoccupations et le projet même de recherche, c'est que les îles sortent de cette vision qu'on donne d'elles, soit le petit paradis pour gens fortunés, soit au contraire la terre aride et inhospitalière. On se souvient de la polémique qui avait eu lieu, qui avait surgi sur l'île de Saint. Voilà, on veut sortir de ces clichés-là. On veut essayer de contribuer, parce que c'est notre territoire et que c'est important pour nous, à montrer les îles sous un autre jour, et surtout sous le jour du développement, de l'avenir, de ceux qui y croient et puis qui entreprennent, qui créent une famille parfois, qui s'y installent. Voilà, c'était vraiment une volonté de notre part, et voilà, on s'est bien rencontrés. C'est aussi un sacré défi quand on est universitaire scientifique d'arriver à vulgariser sa parole scientifique pour un téléspectateur, un public large. Parce qu'on sait que les scientifiques, quand on est journaliste, sont un public qui n'est pas évident à interviewer en tout cas. Donc c'est un défi aussi pour vous, j'imagine, sur ce sujet. Effectivement format des thèses, c'est-à-dire que les thèses sont des documents de 300-400 pages, et très modestement, on va essayer de changer un petit peu ce format-là aussi, parce qu'on pense qu'il y a une écriture qui est liée à l'image et qui a autant de valeur qu'une écriture avec des mots. Donc ça fait aussi partie du projet. C'est pour ça que c'est un projet qui est finalement assez novateur dans son contenu, dans sa forme, et puis dans le format de la thèse que Laura remettra dans 3 ans. J'espère qu'elle aura intégré cette dimension-là, j'en doute pas. Alors Laura, vous allez à la rencontre des Iliens. Est-ce que l'essentiel, c'est de donner la parole aux Iliens? Ah oui, en fait, dans l'étude IDIL, donc à laquelle qu'on a menée depuis 4 ans maintenant, on s'est rendu compte qu'il y avait un espèce de manque d'échange, de moyens,
d'échanger voilà, les initiatives qui peuvent fonctionner entre les îles et aussi entre les entrepreneurs. Parce qu'avec l'association des îles du Ponant, les maires peuvent se rencontrer pour échanger. Mais c'est vrai qu'au niveau des Iliens, on a eu envie, nous, d'essayer de créer un espace pour dialoguer et puis pour confronter le regard que nous, on peut avoir comme scientifiques, entre élus et entre entrepreneurs. Alors, pour le premier numéro d'Idylle, vous vous êtes rendu sur l'île d'Edic. Et je vous propose de regarder la présentation. Edic est l'une des 15 îles du Ponant. Elle fait partie du département du Morbihan. Elle est située dans la mer du Morbraze, à l'est des îles de Belle-Île-en-Mer et Watt. Il faut environ 1 heure pour s'y rendre de Quiberon, après une escale à Watt, l'île voisine. Parmi les îles du Ponant, c'est l'une des plus éloignées du continent, mais également l'une des plus petites, avec une superficie d'un peu plus de 2 km². On y recense aujourd'hui 121 habitants. C'est l'île la moins peuplée des îles du Ponant. Pourtant, depuis 15 ans, selon l'INSEE, la population se maintient, grâce notamment à l'installation de nouveaux habitants. Laura, comment les premiers Iliens que vous avez rencontrés accueillent le projet Idylle ? Disons que le projet Idylle, ils le connaissent parce que ça fait 4 ans qu'il existe et on a beaucoup travaillé avec les entrepreneurs. Il y a eu des réunions publiques, des ateliers de travail communs, comme à l'île de Groix pour la restitution du programme Idylle 1. Et puis, il y a aussi le travail que Louis a mené sur les îles du Ponant depuis très longtemps. Donc, voilà. Vous qui connaissez bien, Louis, toutes ces îles, est-ce qu'il y a des difficultés et des atouts communs aux 15 îles du Ponant, justement, oui, mais en matière d'entrepreneuriat? Oui, mais je dirais que l'insularité confère des caractéristiques qu'on va retrouver dans toutes les îles du monde. Donc, a fortiori, dans les îles du Ponant, il y a des points communs, quelle que soit l'île, par rapport à l'entrepreneuriat. Après, il y a aussi des différences, puisque là, on l'a bien vu dans la petite présentation fort courte, là, il y a des petites îles, des grandes, il y en a qui sont proches, qui sont éloignées, il y en a qui ont des ressources sur place. On peut prendre un simple exemple. Vous avez besoin d'une cheville et d'une vis de 12, à Edic, on ne va pas forcément trouver comme ça. À Belle-Île, il y a un supermarché. Bon, voilà. Donc, la vie, elle est très différente d'une à l'autre. Et pour l'entrepreneur, c'est un peu la même situation, quoi. Alors, il y a des habitants, des Iliens qui entreprennent, et puis il y a aussi des gens du continent qui viennent s'installer et travailler sur ces îles. Alors, je vous propose d'écouter le témoignage d'Hugo Bertrand, le gérant du Café du Repos à Edic. La première fois que j'ai mis les pieds sur l'île, c'était par hasard en 93. Je suis arrivé un soir, il faisait pas beau en plus, il faisait nuit, que j'avais jamais vu, rarement vu la mer. J'ai déjà vu quand même, mais pas trop. Je suis des Ardennes au départ. Et je connaissais rien à ce qui se passait ici. Les casiers, les bateaux, la pêche, les gens, la façon de vivre sur une île. Et je suis vraiment tombé sur le charme, quoi. Et je me suis dit, c'est probablement là qu'il faut que je vive. Déjà à cet âge-là. Et alors je suis là de manière quasiment définitive depuis 3 ans. J'ai eu l'occasion de reprendre le Café du Repos, la gérance du Café du Repos, depuis 2012. Alors, donc pour en revenir à la première année, j'ai donc fait une saison ici. Et par tous les moyens, j'ai cherché à revenir ici, régulièrement, au moins 1 fois par an. Quelques années après, j'ai refait une saison à l'Hôtel des Cardinaux, que je possède maintenant aussi, enfin que je possède. Donc j'ai la gérance aussi. Le but de la manœuvre, le but premier, c'était pas d'avoir 2 business sur Edic. Je suis pas un homme d'affaires. Hein. Moi, mon premier objectif, c'est de vivre à Edic. Le premier truc, c'est de vivre à Edic. Le premier truc, c'est de vivre à Edic. Alors, on le voit, avant d'entreprendre, les habitants veulent surtout rester vivre sur l'île. Est-ce qu'ils sont aidés en cela? Les habitants des îles? Oui, pour entreprendre. Ah, pour entreprendre, oui. Enfin, oui, ils peuvent être aidés, mais ce qu'on a constaté dans la première étude, c'est qu'ils ne sont pas forcément tout le temps très au courant des aides auxquels ils ont droit finalement. Et on s'est rendu compte, c'est aussi une des missions de notre programme, de faire en sorte que l'on puisse les aider aussi à s'organiser, voire à trouver des moyens, et assister aussi les maires des îles de l'AIP qui ont découvert, je crois aussi à travers ce programme, qui ont découvert aussi à l'occasion de ce programme, la richesse
qu'il y avait à travers ces entrepreneurs et qui du coup se sont aussi largement investis dans ce programme IDIL. Alors Olivier, précisons que ce programme ne concerne pas que TBO. Non, pas que TBO, c'est un programme qui associe aussi notre maison mère, le Télégramme, c'est un programme commun, donc dans les colonnes du Télégramme, de façon un peu synchronisée avec l'émission mensuelle, il y aura aussi un développement écrit et qu'on retrouvera aussi sur le site web du Télégramme. Et puis Laura a développé aussi un site dédié un site internet, où on pourra en savoir plus, un site internet, donc c'est www.id-il.fr où on pourra chercher encore plus d'informations. Voilà. Alors c'est une émission mensuelle. Laura, quelle sera la prochaine destination ? Alors la prochaine émission, c'est pas une destination, c'est une thématique, c'est un questionnement. C'est en quoi l'entrepreneuriat constitue un enjeu actuel pour les îles du Ponant. Donc c'est comprendre pourquoi on s'intéresse à l'entrepreneuriat. Et la destination suivante, c'est l'île d'Aix. D'accord. Eh ben merci à tous d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que le premier numéro d'IDIL consacré à EDIC est diffusé sur TBO et sur TB Sud ce mercredi 23 septembre à 18h30. C'est la fin de cet instant T. Demain, vous retrouvez Pauline. D'ici là, passez une bonne soirée sur TBO. Ciao.